Merci beaucoup, Rachel. Donc, bonjour à tous. Je suis Yael Peretz. Je suis, comme Rachel l'a indiqué, directrice d'une agence de la Discount, de l'agence Mapo, qui est une section du private banking. Nous sommes une agence destinée aux comptes étrangers et comptes pour les nouveaux immigrants. Donc, il y a au sein de cette agence une section francophone, une équipe francophone avec des banquiers qui parlent le français. Je travaille à la Banque Discount depuis 2006, donc bientôt 20 ans. Et je suis très heureuse d'être avec vous ce matin et de pouvoir parler du système bancaire en Israël. Donc déjà, on va commencer par le début. Ouvrir un compte en Israël, par où commencer? En arrivant en Israël, lors d'une alia, c'est quelque chose qui est indispensable d'ouvrir un compte en Israël dès votre arrivée en tant qu'Olé Hadash. Vous aurez besoin pour recevoir les aides du ministère de l'Intégration et pour vivre au jour le jour d'un compte en Israël. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de bien choisir votre agence. Il suffit pas que l'agence soit géographiquement à côté de vous, mais surtout de vérifier que c'est une agence qui va être adaptée à vos besoins. C'est-à-dire, y a-t-il un interlocuteur qui parle français? Est-ce qu'il s'agit d'une agence qui sait gérer les fonds qui vont arriver de l'étranger, les nouveaux immigrants, qui va pouvoir vous expliquer vos droits? Qu'est-ce que vous avez comme droit sur les fonds que vous allez virer en Israël? Donc déjà, c'est très, très important de bien vérifier ces critères avant d'ouvrir le compte dans l'agence que vous allez choisir. C'est quelque chose qui va vraiment vous faciliter la vie au jour le jour, ce choix. Je te coupe, Bien sûr. j'insiste, je ne sais pas si vous avez déjà fait votre ALIA ou si c'est un projet, mais en tout cas, vraiment, dans les démarches de l'ALIA, la première démarche, c'est l'ouverture d'un compte. Tout découle de ça. Vos inscriptions à la les remboursements dans les coûts patronymes, ce qui correspond un peu à la sécurité sociale, les droits, comme l'a dit Yael, vraiment, c'est une des démarches, si ce n'est la première démarche à effectuer pour gagner du temps et éviter les allers-retours entre les administrations. Donc, c'est vraiment un point sur lequel il faut se pencher un petit peu en avant plutôt que d'arriver comme ça, quoi. OK. Donc, merci Céline. Quel document on va vous demander pour ouvrir un compte? Donc, une fois que vous avez fait votre alia, vous allez vous rendre dans l'agence de votre choix avec votre Teudat Zehut, donc la carte d'identité israélienne. N'oubliez pas le Sefar, qui est le petit papier qui va avec la carte et qui fait partie intégrale de la carte d'identité. On a tendance à ne pas comprendre, mais c'est très important. C'est là où figure l'adresse. La banque a besoin de ce papier et votre Teudat Olé. C'est aussi très important de fournir à la banque la Teudat Olé. C'est ce qui va vous permettre de recevoir vos droits dans le compte et de catégorifier le compte d'Olé Hadash. Donc, dès que la Teudat Olé sera mis dans votre compte, vous aurez comme des avantages fiscaux. Ah, mais faites attention, c'est ça que je veux vous dire. On vous a pas entendu. Excusez-moi. Bon, je vais continuer, c'est peut-être une erreur. Donc, vous aurez automatiquement des avantages fiscaux sur des dépôts en devises ainsi que sur les portefeuilles de titres. Voilà. Autre chose, et là je pense que Monsieur Benayoun interviendra à ce que je vais annoncer. Donc, aujourd'hui, les banques ont le devoir de stipuler dans toute ouverture de compte le pays de résidence fiscale du client. Donc, en tant qu'Olé Hadash, la banque va vous demander quel est votre pays de résidence fiscale et est-ce que vous vous êtes déconnecté ou pas spécifiquement aujourd'hui de ce qu'on parle, donc de la France. OK? Tant que vous ne vous serez pas déconnecté de la France et que vous n'aurez pas fiscalement et que vous nous aurez pas montré un justificatif, on continuera à indiquer le numéro d'identification fiscale français dans les comptes.
Georges, si vous voulez intervenir ou je continue. Je remettais le micro. Ouais. Oui, tout à fait. D'ailleurs, lorsque vous ouvrez un compte bancaire en Israël, parce que généralement, ça se fait quand même, ça peut se faire aussi avant, pas obligatoirement concomitant à l'ALIA, mais avant ou même avant la déconnexion, notamment pour les chefs d'entreprise parce que, ou les investisseurs, parce qu'ils ont une déclaration d'exit tax à fournir en France et qu'il faut laisser un délai de 3 mois avant d'officialiser le départ de France. Donc, de toutes les manières, nous, on déclare toujours les comptes bancaires sur la dernière déclaration de revenus française qui va acter le départ de France. Si quelqu'un part aujourd'hui le 4 septembre 2025, dans la déclaration des revenus de 2025, on aura deux déclarations. Une déclaration qui va du 1er janvier au 4 septembre, qui est une déclaration, on va dire, franco-française, exactement identique à ce que la personne avait auparavant en qualité de résident fiscal français, avec des déductions et des réductions d'impôts avec la déclaration 3916 de la détention d'un compte bancaire à l'étranger. Et puis après, on a une 2042 NR comme non-résident qui acte définitivement le départ de France et qui va donc permettre de basculer du centre des impôts des résidents au centre donc de votre domicile, au centre des non-résidents. Donc effectivement, nous c'est ce qu'on regarde chez nos clients et faut toujours faire attention à ça parce que l'administration rattrape en ce moment les personnes. Il n'y a rien de plus facile avec l'informatique et c'est notamment le sujet de certaines personnes qui sont en Israël depuis très très longtemps mais qui n'ont jamais déconnecté parce que l'informatique n'était pas ce qu'il est aujourd'hui et qu'on ne les retrouve pas obligatoirement. Voilà. Merci, Georges. Donc, comme ce qu'on a dit, c'est très, très important de faire cette démarche vraiment en règle et d'être accompagné pour cette démarche pour que tout se passe au mieux possible. Une fois que nous avons ouvert le compte, vous êtes arrivé en Israël, comment transférer les fonds vers l'étranger? Depuis l'étranger, excusez-moi, vers Israël. Donc, pour créditer les fonds, le transfert en lui-même n'est pas un sujet. On vous conseille évidemment de toujours informer la banque en Israël de vos projets, c'est-à-dire leur annoncer que vous allez transférer des fonds et recevoir des fonds de l'étranger. Vous aurez besoin toujours de justifier la provenance des fonds. OK, la provenance des fonds, c'est-à-dire est-ce que vous avez vendu un bien à l'étranger? Est-ce qu'il s'agit de vos économies que vous avez épargnées, voilà, lors De votre vie, en votre fait. vie en France? Ça, c'est le premier point que la banque va regarder. Et le deuxième point, c'est est-ce que ces fonds ont bien été déclarés dans le pays de résidence d'où vous venez? C'est-à-dire quand c'est un virement qui va venir directement depuis la France, ça, c'est pas un sujet qui sera vérifié. Si c'est un compte que vous déteniez dans un autre pays à part la France, on demandera de voir des justificatifs qui nous montreront que ce compte dans un tiers pays était bien déclaré en France lorsque vous étiez résident fiscal français. Je vois quelques questions, Rachel. Si tu penses que je dois répondre, Je ça, pense que c'est mieux que tu continues ta présentation parce que sinon, Ok, ça va aller dans tous les sens, hein. Donc, ok. après, on allouera un petit peu de temps parce que je pense que tu as encore des sujets à aborder et Georges Oui, aussi en oui, a. bien sûr. Donc, comment suivre mon compte? Aujourd'hui, pour les activités courantes, toutes les banques en Israël ont des sites Internet et des applications. Euh, Il existe des sites donc en anglais pour la plupart. Certains, il y a aussi en français, ils sont en général un peu plus réduits sur la possibilité de faire des activités. Mais bon, ça c'est après chaque banque et ses services. OK? Les cartes bancaires. En Israël, les cartes bancaires sont émises par des sociétés externes aux banques.
ok? C'est-à-dire Visa, Instacart, Max, ce qui est un peu différent de la France, Ouais, c'est n'est-ce pas? complètement différent de la France. Surtout que, en réalité, du fait de cette séparation, on a souvent des clients qui se tournent vers nous pour nous dire, est-ce que vous pouvez me donner mon dernier relevé de carte? Est-ce que vous pouvez vérifier telle opération? C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire puisque c'est des sociétés qui sont extérieures à la banque. En revanche, vous, comme l'a dit Yael à l'instant, sur les sites de la banque, sur le site ou l'application de la banque, vous avez accès à ces informations. Mais nous, en tant que banque, on peut pas. Donc, on peut essayer éventuellement de faire, de vous aider à comprendre si c'est en hébreu ou de vous aider à appeler la société, mais on n'a pas à notre disposition ces informations. Et ça change beaucoup par rapport à la France au jour le jour. Ok. Alors, la plupart des cartes en Israël sont des cartes de crédit, c'est-à-dire qu'on va définir un plafond mensuel pour les dépenses, ok? Et toutes les dépenses au cours du mois vont être groupées et débitées en fonction de votre choix, le 2, le 5, le 10 du mois d'après. Vous avez la possibilité de choisir aussi des cartes directes où vous allez être débité au jour le jour. Euh, Ce qu'il faut prendre en considération, en Israël, on aime beaucoup ce qu'on appelle les tashlumim, c'est-à-dire les paiements en plusieurs fois différés. Euh, Tant que vous passez la carte en tashlumim, c'est quelque chose qui va jouer sur votre montant de plafond mensuel. C'est-à-dire, si on fait beaucoup de tashlumim, bien que chaque paiement de chaque mois, par exemple, va être 100 shekels, vous avez fait un achat à 1000 shekels, ce qui est retenu sur votre plafond mensuel va être les 1000 shekels. OK? Et au fur et à mesure, baisser. OK? Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en considération. Je pense que c'est un peu différent que par rapport à la France. Comment placer mon argent en Israël? Donc, en Israël, comme dans les banques en France, vous allez avoir des possibilités de placer votre argent. Vous allez avoir toutes sortes de propositions. Vous avez déjà les propositions les plus simples qui sont les dépôts à terme, les dépôts monétaires. Vous allez avoir des possibilités de placement en shekels, en dollars, en euros, dans des placements à terme, 3 mois, 6 mois, un an, plus long aussi. Vous avez aussi un service gratuit qui est un service de conseil qui est donné au sein des banques. Après, chaque banque, est-ce qu'elle a ce service en français ou pas, je ne sais pas. À la banque Discount, vous avez la possibilité d'avoir un service de conseil en français. OK, évidemment, il faut un minimum d'investissement, mais c'est quelque chose qui existe. Et après, vous avez aussi les possibilités de gestion de portefeuille. Ça aussi, différemment de la France, il me semble, c'est un service qui est externe aux banques. Donc, il y a énormément de sociétés de gestion de portefeuille qui, ça, va être un service payant où vous donnez un mandat à un gestionnaire pour gérer vos fonds. Les crédits aussi, c'est quelque chose qui est très, ouais, qui fait partie de notre webinaire aujourd'hui. Donc, les banques proposent différentes sortes de crédits. Si c'est les crédits à la consommation ou les crédits mashkantaot, c'est-à-dire les prêts hypothécaires, ou les crédits commerciaux, qui sont plus pour les sociétés. Euh, Tu veux... On enchaîne sur les crédits immobiliers ou on répond déjà aux questions sur les ouvertures? Je pense que tu peux enchaîner sur les crédits immobiliers Ok. et puis après, on répondra aux questions. Ok. Donc, sur les crédits immobiliers, ce que je vous propose, en fait, c'est de vous expliquer en 4 phases le système et comment ça fonctionne les crédits immobiliers en Israël. D'abord, quelles sont les règles que vous retrouverez partout? C'est la Banque d'Israël qui définit un certain nombre, le cadre des crédits immobiliers. Ensuite, quels sont les différents types de taux, les différents circuits qui sont proposés là aussi par l'ensemble des banques? Et ensuite, quel type de biens on finance? Et vous verrez que il y a certains points qui sont très différents de la France et d'autres qui vont tout de suite vous parler. Donc au niveau des règles, euh, lorsqu'on est israélien, la Banque d'Israël a déterminé que si
c'est le premier bien ou si c'est l'unique bien que vous avez en Israël et que vous êtes israélien, la quotité de financement possible est de 75%. Donc, vous pouvez obtenir un financement à hauteur de 75% de la valeur du bien. Si c'est un bien, si vous êtes déjà propriétaire d'un bien, que vous avez l'intention de le vendre pour acheter un nouveau bien, que c'est sur ce nouveau bien que vous voulez avoir un financement, la quotité de financement possible est de 70%. Et enfin, si vous êtes déjà propriétaire d'un bien et que vous voulez en acheter un autre, la quotité de financement est de 50%. Donc, ça veut dire que même si vous êtes en mesure de payer, je sais pas moi, 10 000 euros par mois de remboursement, mais que ça correspond à 75% du financement, vous êtes déjà propriétaire d'un bien. De toute façon, vous serez limité à 50% de financement. C'est la règle en Israël, c'est la Banque d'Israël qui le détermine. Ensuite, autres éléments qui font partie c'est écrit en tout petit, c'est pourquoi vous Non, voyez mais les questions. Rachel, L'autre élément, c'est évidemment la capacité de remboursement. Ça, c'est la même chose qu'en France. Donc, il y a la quotité de financement d'un côté, et de l'autre côté, il y a la capacité de remboursement et donc votre niveau d'endettement qui prend en compte, comme en France, vos revenus, les endettements, les dettes que vous avez, loyers, dettes existants, et on va calculer à partir de ça, il faut que ça corresponde, le nouveau crédit à un tiers, que les nouvelles mensualités correspondent à peu près un tiers, 35% de votre endettement. Donc ça, c'est la règle générale. Ensuite, vous avez les taux. C'est là qu'on a la plus grosse différence avec la France, on va dire. En France, alors, je vais déjà enlever, en France, généralement, la plupart des crédits immobiliers se font en taux fixe à 100%. Ici, c'est un petit peu différent. Alors, il y a quelque chose que j'entends très souvent dire qui n'est pas vrai, c'est-à-dire que souvent les clients viennent et nous disent, ah, mais ici, les taux fixes, on n'a pas le droit d'en faire ou on peut pas du tout en faire, etc. C'est faux. OK? C'est faux pour une raison simple, c'est qu'on a même l'obligation, quand on fait un crédit immobilier, d'avoir dans la construction de son crédit immobilier au moins un tiers de taux fixe. Donc, quelles sont les différentes possibilités? En quoi c'est différent en Israël par rapport à la France? Donc, comme je le disais, en France, c'est essentiellement un taux fixe. En Israël, on construit son crédit immobilier en fonction de ses besoins, de ses projets, de son plan de financement. Et donc, il existe différents types de taux. Le taux fixe, comme en France. Le taux, il est fixé au départ sur toute la durée du crédit. On le connaît à l'avance, on connaît les remboursements. C'est la même chose. Il y a le taux variable. Le taux variable, ben, comme son nom l'indique, il a un indice qui est en Israël, on appelle ça le prime, c'est l'indice, et la marge de la banque. La marge de la banque, elle reste fixe tout au long du crédit. Ce qui fluctue, c'est cet indice, c'est le prime. Et ce prime dépend des décisions de la Banque d'Israël en matière de taux. Et donc, à chaque modification de la Banque d'Israël du taux, ben, ce taux varie. Donc, ça peut être un changement tous les mois, si la Banque d'Israël change ses taux tous les mois, comme ça peut être, là, ça fait, je sais pas, au moins un an, plus d'un an, qu'il n'a pas bougé. Donc, ça, c'est la notion de taux variable. Et ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler en français les taux révisables. C'est quoi les taux révisables? C'est-à-dire que le taux est fixé pour une durée. En fonction des banques, il y a différentes propositions. Généralement, c'est 2 ans, 5 ans ou 10 ans. OK? Donc, pendant 2 ans, ce taux est fixe. Et puis, à date anniversaire, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 1 an, 3 ans, ce qui a été déterminé, à date anniversaire, il y a une révision du taux. Okay? Donc, c'est fixe pendant une durée déterminée et c'est révisé à chaque date anniversaire. Donc, en Israël, comment est-ce qu'on construit un crédit immobilier? Ben, en général, on essaie de voir ce qui correspond au mieux au client. Un tiers de taux fixe, c'est l'obligation légale, et ensuite, on fait soit du taux variable, soit du taux révisable, soit les deux. Okay? Il y a aussi une notion qui n'existe pas en France qui est très importante, c'est qu'en Israël, il y a la possibilité d'avoir un crédit indexé, à taux indexé, moins indexé, et les crédits non indexés. Quand on parle d'indexation, dans la plupart des cas, on parle d'indexation à l'inflation. D'accord? Donc, c'est quelque chose à prendre en compte parce que
En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le client qui prend le risque qui prend le risque de l'inflation. Et du coup, forcément, le taux proposé est moins élevé. Mais en réalité, c'est quelque chose qu'il faut regarder vraiment de près quand on est client, parce que ça peut paraître attirant, mais quand on est dans des périodes où les taux d'inflation sont extrêmement élevés, en réalité, le coût final est bien plus important qu'il n'y paraît, puisqu'il y a le coût de l'inflation plus le taux. Donc ça, c'est un bémol. Quand vous faites vos simulations, quand vous demandez toujours au-delà du taux fixe révisable ou variable, si c'est indexé ou pas. C'est vraiment quelque chose de très, très important à voir. Ensuite, quels biens sont financés? Ben, c'est des biens immobiliers. Il y a deux types de biens, comme en France. Les biens neufs, donc les biens en cours de construction, les VFA, comme on dit en France, et les biens anciens. La différence, c'est que les banques, lors des financements sur des biens anciens, demandent systématiquement une expertise. Et c'est en fonction de cette expertise que la quotité, dont je vous parlais tout à l'heure, va être importante et va être fixée, puisque c'est la valeur la plus faible entre la valeur d'expertise et le prix de vente. Donc, si vous achetez un bien 100 et que l'expert l'estime à 80, les 75 ou 70 ou 50% vont être calculés par rapport aux 80 de l'expert. Si à l'inverse, vous achetez à 80 et que l'expert l'estime à 100, donc ça sera 75, 70 ou 50% du prix de vente, dans ce cas-là qui est le plus faible. Et donc, c'est vraiment important à retenir. Et c'est une obligation en Israël. Ça passe quand on achète un bien ancien par une expertise. Quand on achète un bien neuf ou un bien en cours de construction, là, il n'y a pas besoin d'expertise. Attention, comme en France, les banques interviennent à la fin, c'est-à-dire après votre rapport personnel. OK? Donc, si vous achetez un bien neuf, que vous versez 20% et que vous payez 80% à la fin, la banque n'interviendra que dans la dernière partie. D'accord? Ça, c'est le cadre général. Il peut toujours avoir des exceptions, mais le cadre général, c'est celui-là. Et donc, c'est important de ne pas penser que quand vous achetez un bien neuf, si vous mettez 20%, il y a 10% que vous allez pouvoir apporter, 10% la banque, et puis après, vous rééquilibrez les choses. Non, c'est d'abord vos fonds propres et ensuite les fonds, le crédit de la banque. Enfin, comme ça, après, autre élément, pardon, comme en France, les crédits sont assurés. Vous devez être assuré. Et là, c'est aussi des compagnies extérieures à la banque qui Une déterminent assurance vie. une assurance sur. Ouais. Pour les justificatifs et le process, pour avoir une idée des délais, les justificatifs, même chose qu'en France. Ce qui est important, c'est au départ, en tout cas, pour avoir un accord de principe, des justificatifs de revenus, donc avis d'imposition israélien, français, ça dépend de votre statut. Si vous venez d'arriver, vous avez plutôt des justificatifs, un avis d'imposition français. Les fiches de paye quand on est salarié, les bilans quand on est en société. Bon, là, c'est vraiment exactement, c'est du copier-coller avec la France, ça marche partout pareil. Et bien sûr, les derniers relevés de compte pour vérifier les entrées et l'endettement. Et au niveau du process, comment ça se passe? Ben, une fois que le dossier est complet, vous avez un accord de principe. Cet accord de principe est en général valable un mois, c'est-à-dire que le taux en lui-même est valable un tout petit peu moins d'un mois. Et donc, ensuite, soit vous avez déjà le bien, vous avez signé, et là, on peut commencer vraiment à rentrer dans le process, c'est-à-dire que vous donnez les éléments concernant le bien, toute la partie enregistrement du crédit, toutes les parties administratives comme en France est faite. Une fois que ce process-là est terminé, vous venez signer à la banque donc le crédit, et puis on débloque les fonds après quand vous en avez besoin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a beaucoup de questions, mais on va essayer d'en prendre deux ou trois pour que Georges puisse aborder aussi sa partie. Donc, Yves demande quelle banque accepte les OLIM immédiatement et est-ce qu'il peut ouvrir un compte en ligne? Toutes les banques acceptent les OLIM immédiatement parce qu'en fait, avant d'être OLIM, vous êtes surtout israélien à partir du jour où vous mettez le pied, où vous avez votre Teudat Zehut, donc il n'y a pas de différence. Et ça, c'est vraiment important à avoir dans la tête. Olé Hadash, c'est bien, mais c'est pas voilà, on est israélien quand on fait son dalia et Olé Hadash, ça nous donne des avantages.
mais on est d'abord israélien, donc toutes les banques ouvrent à de l'IM. Je pense pas qu'il y en ait. Je peux pas m'engager on peut pas s'engager pour les autres, Pour les mais autres voilà. banques, sachez qu'au sein de la Discount, il y a des agences qui sont plus spécialisées dans le fonctionnement des comptes. Et c'est surtout pour les personnes qui vont désirer, qui continuent à avoir une activité en France, qui vont continuer à envoyer des fonds depuis l'étranger. Donc là, c'est important de choisir. Si c'est quelqu'un qui ouvre un compte et qui commence à travailler en Israël et qui ne va pas forcément avoir besoin de tout ce savoir face à la France, n'importe quelle agence. Encore une fois, il est conseillé aussi de voir, est-ce que c'est une agence avec quelqu'un qui va parler français? Est-ce que vous aurez besoin? Quel service vous recherchez? Euh, Après, ça, c'est le choix personnel. Et il y a une question sur le fait d'ouvrir en ligne ou pas. Bah, ça dépend si vous parlez hébreu ou pas, parce que là, pour le coup, les ouvertures en ligne, c'est en hébreu, donc sinon, oui, vous pouvez. OK. Alors, il y a également donc Fabien qui demande, j'ai déjà un compte joint avec mon épouse et il fait son alia seul. Est-ce qu'il peut modifier son compte? Alors là, ça va dépendre de chaque banque. Il y a des banques où vous pourrez modifier le statut. Il y en a d'autres qui vont vous demander d'ouvrir un autre compte et de modifier. De toutes les façons, si votre femme, elle, ne fait pas son alia et vous, vous faites l'alia, le statut va être différent. Donc oui, c'est à mon avis préférable d'ouvrir un compte différent pour ce sujet. Après, si c'est, à mon avis, c'est mieux de voir. Même au niveau du Misra d'Aklita, dans la mesure où c'est un compte joint et qu'il n'y a qu'une seule personne, le Misra d'Aklita, c'est le ministère de l'intégration, et qu'il n'y a qu'une seule personne qui font son alia pour bénéficier des droits, il me semble qu'il faudra juste à vérifier, mais je suis presque sûre qu'il faut juste un compte individuel dans ce cas-là, pour pas qu'il y ait Alors, de confusion. je, Je- Oui, vas-y. je vais rajouter un point, c'est que vu de France, lorsqu'on est marié et qu'une seule personne fait son alia, ça signifie que on est sur une séparation de fait. La séparation de fait qui pourrait être vérifiée par l'administration implique qu'on n'ait plus rien en commun. Donc, on ne peut pas, vu de France, avoir un compte commun en Israël alors qu'on est séparé de fait en France, surtout que la personne qui va rester en France va encore avoir une obligation de déclaration. Donc, toutes les sommes qui vont arriver pourraient être considérées comme des revenus vus de France pour l'une personne et pas pour l'autre en Israël. Donc, c'est l'erreur à ne pas commettre fiscalement. Et je pense effectivement que vous avez raison. Je pense que ça passera jamais auprès des autorités israéliennes, le fait d'avoir un compte joint avec une personne qui n'est pas résidente. Alors, il y a une autre question qui te concerne, Georges. Il y a David Halimi qui demande comment signifier à l'administration par courrier. Je m'imagine qu'il parle de Alors, l'administration fiscale française. voilà, j'ai vu les questions, on va en parler tout à l'heure. J'ai juste une remarque, mais il a donné son nom. C'est qu'il explique à un moment, mais ça concerne la banque Discount, mais je vais y répondre. Si vous êtes plus, si on n'est plus salarié, mais dorénavant indépendant, qui facture l'ancienne société, par définition française, est-ce suffisant pour un prêt avec l'apport? Alors, je peux vous dire que votre montage, il est illégal au regard de la fiscalité française et moi, j'ai des clients, dont un qui en plus est poursuivi pour fraude fiscale. Lorsqu'on facture une ancienne société française, il faut le faire au regard d'une société israélienne et pas en indépendant parce que la France considère que quand vous êtes indépendant et aussi dirigeant de votre société ou actionnaire majoritaire, c'est votre main droite et votre main gauche, donc considère que votre structure israélienne est fictive. Alors, je ne sais pas ce que va dire la banque au niveau du financement, mais en tout cas, votre montage tel qu'il est expliqué ici est extrêmement dangereux. Déjà que les relations financières entre la France et Israël, mais entre la France et tous les pays, sont extrêmement analysées. Là, vous êtes typiquement sur un schéma qui ne fonctionne pas. Et lorsqu'on se déconnecte, je vais parler un peu en avance par rapport à ce que j'ai présenté tout à l'heure, on n'a pas l'obligation de prévenir l'administration fiscale, puisque on doit le faire au plus tard dans la déclaration d'impôt. Après, le sujet, c'est lequel? C'est que la déclaration d'impôt, elle intervient au mois de mai de l'année suivant le départ de France. Donc, effectivement, nous, on a l'habitude, mais aussi parce qu'on a des contacts habituels avec l'administration, on circularise tout le monde pour donner une date certaine. Parce que il suffit pas d'avoir un billet d'avion, et même le billet d'avion n'est pas une fin en soi. Moi, j'ai des clients qui optent pour la résidence fiscale israélienne comme pour d'autres résidences fiscales
sans obligatoirement avoir pris l'avion. On peut le faire tout en étant temporairement en France ou dans un autre pays. Ok, Rachel? alors il y a une autre question qui te concerne, Yael. Combien coûte en général l'assurance vie sur 100% des deux têtes? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des compagnies extérieures. Donc, il est évident qu'on va pas se prononcer pour des compagnies extérieures et qu'en plus, quand bien même, c'est tellement compliqué. Ça dépend de l'âge, ça dépend de l'état de santé, ça dépend du montant de crédit. Donc, vraiment, là, avoir un tarif, il faudra faire une simulation le jour J. Et enfin, il y a Yves aussi qui demande, existe-t-il un questionnaire de santé obligatoire pour obtenir un prêt immobilier en Israël? Quel type d'informations ou examens médicaux sont généralement demandés aux emprunteurs? Bon, même réponse, même si ça va avoir l'air d'une réponse de Gascon, mais je suis désolée. C'est pas la banque, c'est les compagnies d'assurance qui le déterminent. En général, il y a un questionnaire de santé assez simple à pré-remplir. Là encore, ça dépend du montant du crédit, de la durée du crédit. Certaines compagnies vont demander quelque chose de plus les montants de crédit empruntés sont élevés, évidemment, plus il y aura des examens médicaux à faire, mais en dessous d'un certain montant, pas forcément. Et surtout de l'âge de Et de l'emprunteur. l'âge. Ok. Et enfin, il y a Dan qui demande, quand vous parlez d'indexation, c'est le capital qui est indexé. Bien Oui, ça? oui. D'accord. Ok, très bien. Donc, on a répondu en grande partie. Yves, j'ai vu aussi que vous aviez beaucoup de questions. Donc, après le webinaire, je vous conseille de prendre contact avec Yael et Céline. Elles répondront à toutes vos questions. Avec Georges, est-ce que plaisir. tu as une présentation à mettre à l'écran Oui, parce oui, que tu as je vais activé juste le partage d'écran? compléter. Oui, je vais juste compléter avant ce qui vient d'être dit sur l'origine des fonds, parce que c'est un vrai sujet que nous, on voit. D'abord, la Banque française demande où vont les fonds et pour quelles raisons. Et la banque israélienne, même lorsque ça vient de France, a besoin de s'assurer euh, que l'origine des fonds est correcte et que c'est connu de l'administration fiscale. Alors, c'est vrai que c'est par définition logique, parce que lorsqu'on est résident fiscal français, ce qui vient de France est plutôt propre. Mais nous, on a l'habitude d'écrire en anglais aux banques israéliennes et en français aux banques françaises pour justifier, expliquer que c'est lié à une déconnexion ou lié à une acquisition immobilière. Voilà. Après, lorsque les sommes viennent de l'étranger, ce qui est possible, hein, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai un certain nombre de mes clients qui, et sans que ça concerne obligatoirement Israël, placent leur argent au Luxembourg et en Suisse et que c'est déclaré. Donc dans ces cas-là, on communique à la banque israélienne une copie de la déclaration d'impôt avec l'annexe 3916 qui prouve qu'on a bien Exactement. déclaré les fonds. Ou lorsqu'on fait une grosse distribution de dividendes, alors grosse distribution de dividendes en Israël, on va dire que c'est plus de 100 000 euros, on communique aussi les éléments d'information liés au procès-verbal de l'Assemblée ou la preuve du paiement de la retenue à la source en France. C'est rentrer dans les mœurs, ça choque personne. Alors si ça choque les clients, il faut être clair. Maintenant, il faut comprendre que on est aujourd'hui plutôt soft en France. Il y a d'autres pays en Europe qui sont beaucoup plus contraignants sur les transferts d'argent et quels que soient les lieux de transfert, que ce soit au sein de l'Union ou en dehors de l'Union. Donc, c'est pas spécifique à Israël, même si tout le monde me rappelle qu'à un moment, les banques israéliennes ont accepté des sommes. Les banques israéliennes acceptaient des sommes au même titre que toutes les banques dans le monde au regard du secret bancaire qui n'existe plus aujourd'hui. Donc on est dans un nouveau monde avec les banques. On doit être entièrement transparent parce que les banques ont des obligations et que derrière, sinon, ça va vous bloquer vos transferts. Et que ce soit 100 000 euros ou plusieurs millions d'euros, une banque, si elle n'a pas les informations, elle bloquera, je pense que vous pouvez confirmer, elle bloquera les comptes et l'arrivée de l'argent sur le compte de la personne. Donc c'est extrêmement important d'être transparent et de pouvoir expliquer les choses par avance. Parce que si vous Exactement. attendez que l'argent J'allais arrive sur le compte, je pense que j'ai l'habitude d'avoir de toutes les banques étrangères, israéliennes ou autres, des refus, y compris sur des sommes extrêmement importantes, notamment dans le cadre de cessions de société. Exactement, c'est très important par avance, c'est-à-dire d'informer la banque sur vos intentions
avant d'effectuer les virements. Ça facilite énormément la procédure. Vous savez de votre côté quels documents la banque aura besoin et les fonds ne restent pas en attente, bloqués. Ça vous permet vraiment d'accélérer le process. Voilà, donc je vais pouvoir mettre ma petite présentation et vous expliquer notre sujet, puisque... Alors, attendez, est-ce que je suis pas sûr que ça soit déjà apparu? Voilà, c'est bon, je vais le mettre en ligne. Donc, juste une petite présentation, même si sûrement certains me connaissent. Donc, je suis avocat fiscaliste au barreau de Paris, spécialisé sur l'expatriation fiscale. Il y a 25 ans que je fais partir des gens dans le monde entier. Alors, c'est vrai que c'est aujourd'hui la mode. Ça me fait un peu frémir quand je récupère des dossiers qui sont montés souvent n'importe comment, et l'administration elle-même me dit que les dossiers arrivent de plus en plus de manière hallucinante. Et donc moi j'ai des clients dans le monde entier. Alors il est vrai que j'ai commencé par Israël il y a 25 ans, par un concours de circonstances, et que j'ai, on va dire, à titre plutôt minoritaire, des clients qui partent vers Israël. Mais j'ai un grand nombre de personnes et ça a été un flux continu, y compris depuis le 7 octobre. Il faut savoir que l'expatriation, c'est un vrai sujet en France, parce que contrairement à ce que disent nos hommes politiques, on a une explosion des dossiers qui partent. Il y a 20 ans, moi, mes clients étaient des retraités. Aujourd'hui, j'ai des jeunes chefs d'entreprise qui partent dans le monde entier, qui ont 30 ans, 35 ans. Et quand on parle de déconnexion, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, je veux me déconnecter totalement de la France. C'est pas propre à Israël, c'est une volonté. Nous, il faut savoir qu'on est au mois de septembre, depuis le mois de juin, on a fait déjà plus de départs en 2025 qu'en 2024, et avec des sommes et des clients souvent avec des patrimoines nettement plus importants. Nous, dans mon cabinet, on traite tous les dossiers, donc on voit aussi bien des personnes qui partent avec 200 000 euros qu'avec plusieurs dizaines, voire plus, de millions d'euros. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de parler de la déconnexion. Alors, c'est un vrai sujet parce que quand on parle de ça, moi, ça me fait plutôt rire. C'est quasiment impossible de se déconnecter totalement de la France. Pourquoi? Parce que, d'abord, il faut comprendre que vous avez une vie professionnelle, mais pas que professionnelle, souvent constamment en France. Donc, vous allez avoir différents sujets suivant la catégorie de la personne que vous êtes. Dans le timing, le premier sujet que nous, on va regarder, c'est est-ce que vous êtes chef d'entreprise? Est-ce que vous avez des participations dans des sociétés soumises à l'IS? Alors, il suffit pas d'être chef d'entreprise. Ou du moins, c'est pas parce que vous n'êtes pas chef d'entreprise que vous ne serez pas concerné par l'exit tax. Si par exemple, vous avez un contrat d'assurance vie à 1 million d'euros et que votre contrat ne concerne que des valeurs mobilières, donc des sociétés, des participations dans des sociétés, vous devez être redevable de l'exit tax. Donc l'exit tax, il y a deux cas: une participation supérieure à 800 000 euros ou au moins 50% du capital d'une société. Donc autant dire, ceux qui ont une holding à 100%, le sujet est bâqué. Après, c'est quoi l'exit tax? J'ai l'habitude de dire que c'est plutôt une galère administrative, mais celui qui ne le fait pas prend des risques. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, les plus-values latentes sur les titres de société, ça veut dire la différence entre votre coût d'acquisition ou de souscription des titres et la valeur où vous partez de France, la plus-value serait immédiatement exigible. Et j'ai déjà vu ce cas pour des dossiers que j'ai récupérés, et je peux vous dire que le client est pas à l'aise parce que ça monte quand même très très vite. Aujourd'hui, on est facilement à 34% de plus-value, voire plus. Alors, il est vrai que nous, quand j'ai des clients qui viennent et qui arrivent sur des montants d'exit tax inférieurs à 50 000 euros, on préconise de ne pas les faire parce que c'est un tel investissement. Nous, on met quasiment 3 mois à gérer des dossiers d'exit tax que je leur dis, ça vaut pas la peine, même le service va pas venir vous chercher. Alors moi, je connais très bien Monsieur Bratozin, qui est le responsable du service, qu'on a quasiment, nous, on leur envoie entre 2 et 3 dossiers par semaine.
il faut savoir qu'ils sont sous l'eau et donc c'est pas ces dossiers-là qui les intéressent. Maintenant, la spécificité d'Israël, et on va le voir sur également la résidence principale, c'est qu'Israël n'a pas signé avec la France une convention en matière de recouvrement d'impôts. Moi, quand un client vient me voir et qui me dit je veux partir, je lui demande où vous voulez partir. Je vais faire une distinction entre trois typologies de destinations. Ceux qui partent en Europe, ceux qui partent en dehors de l'Europe, mais et qui ont signé avec la France une convention en matière de recouvrement d'impôts, typiquement le Maroc, l'île Maurice, et puis ceux qui partent en dehors de l'Europe sur des destinations qui n'ont pas signé avec la France une convention en matière de recouvrement d'impôts. Israël, les Émirats arabes unis, la Suisse, Hong Kong, c'est d'ailleurs la majorité des pays. Dans ce cas-là, il faut déposer un dossier 3 mois avant de partir et donner des garanties. Alors, les garanties sont de plus en plus compliquées à obtenir, puisqu'avant, on donnait des nantissements sur des participations et notamment sur des holdings. L'administration aime pas tellement, donc c'est vrai qu'il y a une vraie discussion sur ça. On arrive quand même à trouver des solutions, même si c'est plus compliqué. Et donc, pendant 3 mois, on va échanger avec l'administration sur la garantie qu'on donne, la rédaction de la documentation juridique, l'enregistrement et la signification par voie d'huissier. Donc, c'est plutôt assez lourd. Donc, si vous êtes chef d'entreprise ou si vous avez un contrat d'assurance vie avec ces valeurs-là, votre déconnexion, elle n'est pas prête de se faire. La durée de l'exit tax, c'est 2 ans ou 5 ans, sachant que l'administration fiscale aimerait bien la repasser à 15 ans. Le sort de la résidence principale, alors ça, c'est un sujet hyper amusant parce que mes clients qui souhaitent partir en Israël ont tous des idées préconçues, sont quasiment tous fiscalistes. D'ailleurs, autant dire que mes clients qui partent vers Israël sont souvent ceux qui connaissent le mieux la fiscalité par rapport à mes autres clients, mais en réalité, ils se trompent. Il y a un élément, comme Israël fait partie de la troisième catégorie, le jour où vous posez le pied en Israël, vous perdez l'abattement résidence principale. Alors souvent, on me dit, mais non, j'ai 1 an et demi. Oui, mais vous avez 1 an et demi si vous partez en Europe ou vers une destination qui a signé ce fameux traité avec la France. Et ça, c'est un vrai sujet parce que je vois des personnes qui viennent me voir souvent 6 mois, 1 an ou 2 ans, voire 3 ans avant de partir. Mais quand je vois une personne qui vient me voir 2 mois avant de partir et qui me dit, bah voilà, je m'en vais, la résidence principale, je la vendrai, puis je récupérerai l'argent pour acheter en Israël. Je lui explique que la plus-value dont il me parle, bah, il va devoir la payer. Donc, on anticipe au maximum ce sujet-là. Sinon, votre déconnexion, bah, elle risque de vous coûter quand même un peu plus cher. Alors, je vais aussi parler d'un élément parce que je sais que les banques le voient pour en avoir discuté avec certains banquiers en Israël. Du coup, certaines personnes se sont dit, je vais faire mon aléa, mais je ne le dis pas à la France. Alors, chez nous, c'est ce qu'on appelle la bombe à neutrons, hein. Chez les fiscalistes, ça nous fait souvent rigoler. Alors, qu'il y a un décalage de quelques mois, c'est absolument pas gênant et nous, on sait les gérer, notamment lié à l'exit tax. Quelqu'un qui va mettre beaucoup plus de temps, il prend un risque parce qu'avec l'échange de données bancaires, alors il pense souvent être protégé côté Israël et côté France, c'est plutôt illusoire. Israël répond aux demandes d'information, y compris en ce moment et depuis le 7 octobre. Moi, j'ai des dossiers où Israël donne des informations de manière plutôt complète. Alors, c'est un peu plus long qu'avant, parce qu'avant, il mettait 2 mois pour répondre. Aujourd'hui, on est quasiment sur le double, mais Israël répond classiquement à toutes les demandes de la France au même titre, et c'est là où il faut comprendre les choses, que la France répond à Israël. Parce que souvent, quand on me parle de l'échange de données bancaires, on me dit, mais pourquoi Israël a signé? Mais parce que vous avez un certain nombre d'Israéliens qui ont leur argent en Europe et qui l'ont pas dit à Israël, et Israël avait aussi intérêt à récupérer ces informations, et ils en ont récupéré des informations. Donc, il faut regarder ça des deux côtés. Sur les modalités de départ de France, on va toujours aller regarder si vous êtes retraité, si vous êtes actif. Si vous êtes actif, est-ce que vous allez conserver une activité en France? Alors, j'en parlais tout à l'heure sur la personne qui a un statut d'entreprise individuelle en Israël. Alors, j'adore parce qu'effectivement, vous avez des experts comptables israéliens qui font des montages et puis qui préconisent des choses, mais qui connaissent pas la fiscalité française. À partir du moment où vous avez une activité en Israël, c'est un sujet purement israélien.
À partir du moment où vous allez vouloir facturer une structure française, votre sujet, il est plus israélien, il est français. Parce que c'est pas Israël qui va venir vous redresser si vous facturez la France. C'est la France qui va vérifier la déductibilité. Et il y a des grands principes en fiscalité internationale. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'une structure israélienne qui facture des prestations, elle n'est pas là pour absorber 90% du bénéfice d'une boîte ou même 90% du chiffre d'affaires. On ne fait pas ce qu'on veut. On a des notions de prix de transfert. Donc, il faut regarder ces aspects-là. Autre élément important, le régime matrimonial. Parce que souvent, on me dit, bon, je me suis déconnecté de la France, j'ai tout vendu en France. Bon, super. Et puis, à un moment, il y a une succession et on explique aux personnes que on va faire une succession française aux enfants. Et souvent, ils nous expliquent, non, mais mes parents vivaient en Israël. Oui, sauf qu'ils se sont mariés en France. Et si ils n'ont pas opté pour le régime matrimonial israélien, eh ben, leur succession s'ouvrira en France. Il faut rappeler quand même que une déclaration de succession, c'est quoi? Alors pour chacun, on va dire, c'est généralement un document fiscal qui va permettre de payer un impôt. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est d'abord un document d'analyse civile de répartition d'un patrimoine qui va donner lieu à un paiement d'impôt. Or, les règles ne sont pas les mêmes en France et en Israël. Qu'est-ce qu'il arrive si effectivement vous ne faites pas la déconnexion par la signature d'un testament qui va vous permettre d'opter pour le droit israélien? Eh bien, au regard du régime matrimonial, vous pourriez être obligé de faire une déclaration de succession en France sur la totalité de votre patrimoine français et israélien, sachant que, au vu des règles fiscales, uniquement une partie de votre patrimoine, la française, pourrait être taxée. Donc, si vous n'avez pas envie de donner à la France toutes les informations sur votre patrimoine israélien, le testament, c'est vraiment un outil indispensable dans le cadre d'une déconnexion. Alors, ce que je dis, c'est obligatoire sur Israël. Il y a d'autres destinations où nous, par exemple, on dit l'inverse pour nos clients. Parce que l'analyse des régimes matrimoniaux dans les pays, c'est un vrai sujet. Par exemple, mes clients qui partent au Portugal, on leur fait surtout pas opter pour le régime portugais. Autre élément, votre sécurité sociale française. Parce que moi qui fais de l'expatriation fiscale depuis 25 ans, j'ai remarqué que mes clients ont un amour inconsidéré vis-à-vis de la sécurité sociale française. Ils adorent se faire soigner en France. Alors, le fisc un peu moins, on peut avoir des requalifications parce que les personnes se font constamment soigner en France. C'est plutôt rare, faut être honnête, hein, c'est des typologies de dossiers quand même très particuliers. Mais quand on parle de déconnexion, on veut surtout pas les désavantages, mais on veut bien les avantages. Alors, si vous êtes retraité, ça pose pas de problème. Pourquoi? Parce que depuis 2019, si vous avez cotisé au moins 15 ans en France, vous aurez gratuitement la sécurité sociale française. Sachant que vous l'aurez, contrairement à moi qui suis résident fiscal français, uniquement lorsque vous viendrez vous soigner en France. Moi, s'il m'arrive quelque chose à l'étranger et que le pays a un accord avec la sécurité sociale, je serai couvert même à l'étranger. Vous serez couvert uniquement en France et votre dossier va quasiment, sans que vous le sachiez, vous allez recevoir un courrier où ils vont vous poser des questions, être transféré sur une caisse sur la CNAREF, qui est une caisse qui a été créée spécialement pour les non-résidents. Si vous êtes non retraité, très simplement, que vous ayez une rémunération de source française ou pas, vous ne serez plus pris en charge par la sécurité sociale française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un non-résident ne peut pas bénéficier de la sécurité sociale française. Ce qui explique souvent que dans nos montages, pour accompagner nos clients, on diminue les rémunérations de source française parce que sinon, ça fait l'effet cotisé pour rien. Si vous souhaitez continuer à bénéficier de la sécurité sociale et conserver votre carte vitale, il faudra souscrire une assurance privée. La plus connue, c'est la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. Maintenant, vos obligations ne s'arrêtent pas au jour où vous partez. On l'a vu tout à l'heure,
il y a des informations à communiquer à la France. Et puis surtout, il y a des choses qu'on va faire avant ou après. Premier exemple, premier élément que je vous donne, c'est sur la gestion du prélèvement à la source pour les retraités. Le le prélèvement à la source sur vos retraites, il est fait par des caisses de retraite. Elles, euh, c'est pas l'administration fiscale qui les tient informés de votre départ de France. C'est vous qui devez les circulariser et leur expliquer que vous ne devez plus avoir une retenue à la source. Alors, autant dire que c'est une galère. Nous, on le fait pour nos clients, ça met entre 4 et 6 mois. Et qu'est-ce qui va se passer? Les caisses de retraite, petit à petit, vont arrêter de vous prélever. Et c'est uniquement lorsque la dernière caisse aura terminé de vous prélever qu'il faudra déposer une réclamation auprès de l'administration fiscale pour pour qu'elle puisse vous rembourser les sommes et les trop perçus. Sachant que cette réclamation doit être postérieure à l'avis de mise en recouvrement de la déclaration de l'impôt de départ de France. Donc c'est un peu compliqué. Pour avoir vérifié quelques déclarations de mes clients, on peut avoir des écarts qui vont sur plusieurs dizaines de milliers d'euros, hein. Les caisses de retraite françaises, elles ne bougent quasiment jamais. Alors nous, on arrive même à les noter, on sait lesquelles sont les plus compétentes. Si vous êtes médecin, vous êtes plutôt mal barré. Et le pire, ce sont les experts comptables. Parce que malgré qu'ils soient experts comptables, a priori, leur caisse de retraite n'a jamais rien compris à la loi française. Ça, c'est un élément. Les éléments patrimoniaux. Vous avez par exemple de l'assurance vie en France. On ne se déconnecte jamais avant de partir. Pourquoi? Parce que si vous démontrez que vous êtes résident fiscal et étranger, on va venir vous supprimer les contributions sociales. Donc, soit vous allez conserver le contrat d'assurance vie. Je suis généralement opposé parce que quand on quitte un pays, c'est un outil de résidence fiscale, c'est un élément qui prouve une résidence fiscale. On ne place pas son argent dans le pays où on est. Donc généralement, nous, on préconise le transfert des contrats d'assurance vie au Luxembourg. Donc soit nos clients, souvent, vont les fermer, soit ils les conservent. Pour pouvoir, et c'est un vrai sujet, pour pouvoir demander cela, on va vous demander de faire la preuve de votre résidence fiscale israélienne. Or, nous, on a des petites astuces pour faire gagner du temps à nos clients, mais bien souvent, elles vont demander un certificat de résidence fiscale israélien. Et donc là, pour l'avoir, selon le temps que vous allez passer réellement en Israël, vous pouvez avoir des sujets qui vont se poser. Généralement, Israël aujourd'hui demande 6 mois. A priori, on a une loi en Israël qui devrait être revue à la baisse sur la durée de séjour en Israël pour obtenir une résidence fiscale. Elle est en cours, elle est poussée par l'administration fiscale israélienne en ce moment. Donc il faudra regarder ces aspects-là. Mais on ne ferme pas des placements français n'importe comment. Et généralement, surtout pas avant de partir. Autre précision, certains placements sont interdits à des non-résidents. Alors, il est vrai qu'on ne se pose jamais cette question-là parce que votre banquier, bien souvent, il ne le sait même pas. Donc, on va nous passer en revue la totalité de vos placements et les placements des membres du foyer fiscal, y compris vos enfants, et pour vérifier la légalité au regard du droit français. Il est important, le moment de venu, de tenir informé son banquier français de son départ de France. De toute façon, il y a un moment, il va s'en rendre compte. Et s'il s'en rend compte spontanément, ça peut quelquefois poser quelques difficultés. Donc, voilà sur les sujets de déconnexion. C'est très compliqué. Il faut savoir si on a encore des liens avec la France. Si on n'a plus de liens avec la France, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas à l'avenir du fait d'une succession. Moi, j'ai typiquement beaucoup de clients en Israël qui conservent encore des biens immobiliers en France. Lorsque c'est une détention directe, ça devient un supplice en termes d'imposition. Parce que dès le premier euro, ils sont imposés à 37,2% d'impôt, au-dessus de 28 000 euros de bénéfices à 47,2% d'impôt. Quand on connaît l'imposition de l'immobilier en Israël, euh, elle est quasiment 4 fois moins et des fois à zéro lorsque vous passez par l'amortissement du bien. Donc voilà les points que je voulais vous présenter ce matin en rapport
avec la banque EOMI et le fait que La banque discount, tu La veux banque la banque, oh là discount. là, ouais, pardon. Oh là 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 là. Oh la gaffe. La, Ça la fait banque combien de discount. temps que vous Non, allez parce que travailler avec... On on va peut pas faire questionner deux tous les choses à deux. la fois. J'étais en train de fermer l'application et parler, donc euh, désolé. On, euh, Regardez, on met le petit stylo vert, comme ça vous reconnaîtrez la couleur. d'accord. Donc voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions. Je Il y a passe. David Alimi qui pose encore une autre question et c'est la dernière et on va clôturer. Garder une fiche de paye par une société Non, française non, non, permet-elle non, de non, garder non. la sécurité? Mais non, c'est interdit. OK. Alors d'ailleurs, je précise un petit élément que moi, je vois pas. Je vois plutôt sur certains clients, lorsqu'on quitte la France, on prévient les allocations familiales. Parce que moi, on me dit, ah, j'ai oublié. Oui, mais aujourd'hui, la France vise pas particulièrement Israël, elle vise plutôt l'Afrique du Nord. Je peux vous dire que ça se termine toujours devant un tribunal. Et donc, quand on m'explique, j'ai quitté la France depuis 4 ans et tiens, j'ai encore des allocations familiales, alors que j'ai plus un bien en France, voilà, faut juste, c'est un petit conseil sur ça parce que nous, on voit vraiment passer toutes les typologies de problèmes qui peuvent exister sur les sujets d'expatriation et notamment avec Israël. Sachant que, je vous le rappelle, mais ça c'est un autre sujet, qu'à compter du 1er janvier 2026, l'alias se fera dans des conditions différentes puisque vous aurez l'obligation de déposer des déclarations d'impôts tous les ans en donnant également une copie de vos bilans, si vous possédez des sociétés israéliennes à titre majoritaire, les bilans de vos sociétés françaises. Bon courage.